Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans NCI Reportage. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est l'un des plus grands hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Immersion dans les urgences du CHU de Cocody. C'est un traumatisme crânien qu'il a eu. Donc on est en train de voir si son pronostic vital est engagé ou pas. Voilà, les soins sont déjà en cours comme vous le voyez. Le reste, ceux qui ne seront pas des lésions graves, on va les faire asseoir et on va les prendre au fur et à mesure. Donc ceux qui arrivent qui ont une détresse vitale d'emblée, on va les mettre dans les chambres où on peut mettre de l'oxygène, où on peut les aspirer. On les met directement dans les chambres. Et puis, comment se célèbre la fête de l'Igname chez le peuple abbé? Cette fête des Ignames, en fait, c'est la nouvelle année des abbés. Donc quand on donne à manger aux génies, on apporte, il y a le foufou blanc, le foufou rouge, les œufs et puis la boisson. Quand tu prépares qu'il n'y a pas un étranger qui vient manger chez toi, tu n'as pas le doigt où. NCI Reportage. Ça commence maintenant. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre. Rebonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alassane. Bonsoir, Ce Mélina. soir, direction les urgences du CHU de Cocody. Oui, Mélina, il enregistre environ 10 000 admissions tous les ans. Mais quel est le quotidien des patients et des soignants? Et oui, nous y sommes restés une semaine en immersion. Un reportage que vous propose William Sakere, Doria Gloire, Armel Zozo et Trésor Wagui. Il ne dort jamais. Jour et nuit, le centre hospitalier universitaire de Cocody vit au rythme des urgences. Ces blessés sont arrivés à la suite d'un accident de la circulation. À ce type de patients s'ajoutent régulièrement certains en détresse respiratoire ou victimes de malaise. C'est une AVC hémorragique, donc à ce stade-là, il faut forcément reposer le cerveau. Chaque année, l'établissement enregistre en moyenne 57 000 admissions. Et rien qu'aux urgences, ce sont entre 8 000 et 12 000 patients qui sont reçus. Pendant une semaine, dans le mois d'octobre 2025, nous avons suivi ces professionnels de l'urgence au cœur de leur quotidien, sous tension. 24 heures sur 24, ils répondent présents. Ici, chaque minute compte et chaque geste peut sauver une vie. Ce matin, l'équipe du professeur Oro est en alerte. Un accident de la circulation a eu lieu sur l'autoroute du Nord à 1h30 d'Abidjan. On attend près de 27 blessés sur l'autoroute PK65. Ils ne sont pas encore arrivés. 27 blessés. Tano, déplacez les malades là, mettez-les avant. Bon, on fait la mise en place pour libérer de la place. Parce qu'on va recevoir 27 blessés. On ne sait pas qui est grave, machin, tout ça. Donc on va regrouper les anciens malades, faire au moins 5 à 6 lits, parce qu'en règle générale, on a maximum 10 blessés graves dans un accident de ce type-là. De ce que j'ai entendu, on a peut-être 5 à 6 blessés graves qui ont besoin d'hospitalisation. Le chef de service coordonne, ajuste, anticipe. S'il vous plaît. C'est un Zianois là. Hein? Ok. Ah bro, tu t'en occupes. Ok. Les lieux changent vite de visage à l'arrivée des premiers patients. La salle d'attente et la salle de soins se transforment en véritables zones de crise où tout s'accélère. Le docteur Tia, l'interne de garde, reçoit le premier cas. C'est un traumatisme crânien qu'il a eu.
Donc on est en train de voir si son pronostic vital est engagé ou pas. Voilà. Les soins sont déjà en cours comme vous le voyez. La prise en charge est immédiate. Fais attention, moi je ne prends pas comme ça. Il faut aller vite. Ok, c'est bon. C'est bon. Monsieur, bonjour. C'est quel nom? Ici, le temps d'attente entre l'arrivée et la prise en charge du patient ne doit pas excéder 15 minutes. Est-ce que les échanges que vous avez avec lui permettent aussi de regarder l'éveil? Non, l'échange c'est pour voir son état de conscience. Pour voir si c'est un traumatisme crânien qui est grave, qui est léger ou même qui est on appelle ça modéré. Donc du moment où il échange avec nous et qu'il nous dit qu'il n'y a pas eu de perte de connaissance au cours du traumatisme, on considère que c'est un traumatisme crânien qui est léger. L'homme de 35 ans présente des blessures à la tête et au bras. Vous avez marqué la puce ici. Face à l'urgence, le sang-froid est indispensable. Une exigence qu'apprennent aussi les étudiants, comme Adoram. C'est plus au pied du malade qu'on apprend plus. Certes, à l'école, ils vont nous donner tout ce qui est théorie, voilà. Mais plus tu es au pied du malade, plus tu comprends que tu peux facilement l'aider dans beaucoup de choses. On appréhendait, est-ce qu'on avait peur? Il n'y a pas d'angoisse aussi bien? Non, pas d'angoisse, pas de peur. Plus tu as peur, plus tu peux rien faire pour le passer. À l'entrée, les blessés continuent d'arriver avec les sapeurs-pompiers. Parmi ces blessés, il y a des blessés très graves, notamment trois jeunes personnes qui ont des amputations de membres. Voilà, donc pour ces cas-là, c'est les extrêmes urgences. Donc après avoir stabilisé toutes les lésions, tout à l'heure on part avec elle pour le bloc opératoire pour l'intervention. Est-ce qu'on a déjà informé cette personne qu'elles seront amputées? C'est pas facile, mais on a quand même fait l'effort de dire qu'on va essayer de réparer certaines lésions. C'est pas évident. Voilà, mais on donne l'information quand même. Peu à peu, le calme revient dans les couloirs, même si le répit n'est jamais définitif. À chaque début de journée, l'ambiance est plutôt studieuse. Donc, il s'agit de Mme Brigitte, c'est une patiente âgée de 47 ans. Elle est ménagère. Elle est accompagnée par ses parents qui étaient métier droit. Le professeur Oro et ses collaborateurs terminent leur staff. Moi, je ressens. Bon, chef. Là, on sort de ce que vous appelez staff. Oui. C'est quoi l'objet de cette réunion-là? Bon, le staff, c'est une rencontre entre tout le personnel, les acteurs du service, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les surveillants. Chaque matin, du lundi au vendredi, on fait cette rencontre. C'est de faire le point des activités de la veille jusqu'à ce matin. Mais aux urgences, le calme est souvent de courte durée. S'il vous plaît. Bonjour. Regarde, s'il y a un brancard là-bas. Sortez le brancard. Vous voyez, monsieur. Ah, non, Tiako, il ne faut pas rentrer dans ça, déposer le malade. Toi, tu es médecin, tu ne rentres pas dans ça. Passé cet instant de polémique et de confusion, les équipes prennent la situation en main. Mettez-la sur le brancard. Alors, on est devant, on va dire, une perte de connaissance d'installation brutale chez une jeune fille là, qui a priori n'a pas d'antécédent particulier. Donc, la première des choses, c'est de prendre les constantes. Avant de comprendre toute chose, il ne faut pas trop mobiliser le malade. Parce que si la tension, la perfusion cérébrale n'est pas bonne, que vous mobilisez le malade dans tous les sens, vous allez priver le cerveau de peu de sang qui arrive dans le cerveau. Donc il faut prendre la peine de tout comprendre d'abord. La précipitation ne sert à rien du tout. Et donc on peut considérer que la dame qui est posée par terre là, que c'est une bonne pratique, c'est pas de la négligence. Non, c'est pas de la négligence.
Par définition, ce service fonctionne comme une zone de transit. Sauf exception, un patient ne devrait pas y rester plus de 24 heures. En médecine, aux urgences, n'est pas servi en premier celui qui est arrivé le premier. Vous pouvez arriver, une fois qu'on a pris vos constantes, s'il faut attendre 2 heures de temps, 3 heures de temps, pour qu'on s'occupe des malades graves, mais vous allez attendre. Et malheureusement, c'est sur ça qu'on nous juge. Il y a des urgences plus urgentes. Ici, la salle de tri a même été transformée en salle d'observation à cause des travaux en cours dans le service. 2 malades y sont installés, dont 7 hommes, arrivés suite à un malaise. Puisqu'il a une insuffisance rénale, il a du mal à éliminer le trop plein de liquide. Voilà. Donc ça s'accumule et ça s'accumule dans les poumons. C'est comme une noyade en fait. Donc, il y a du liquide qui est dans le poumon. Et comme il n'arrive pas à éliminer, le liquide qui s'accumule dans le poumon empêche l'oxygène qu'il respire, qu'on prend dans l'air, de passer dans le sang. Cet oxygène est insuffisant. Et donc on est obligé de lui mettre l'oxygène à faute de vie et de faire la dialyse. On se sent très mieux. Au début, quand je suis venu, je ne me suis plus calme. Elle souffrait. Ma respiration, le vidère, c'est tout. Même pour parler, même j'ai attendu. Si pas un peu, je veux partir. Dans une autre salle, la femme victime de malaise et arrivée quelques minutes plus tôt est en observation avec le docteur Boidi. J'ai 24 heures dans tout ça. Comment est-ce qu'on s'en sort? Oui, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais ça demande beaucoup de psychologie, ça demande beaucoup de calme. Mais ça demande surtout, pour nous, c'est une sacerdoce. Voilà. Quand vous rentrez aux urgences, au départ, on a l'impression que tous ceux qui sont aux urgences deviennent un peu insensibles. On a l'impression que, non, c'est pas l'insensibilité, c'est parce qu'à force d'avoir le gros challenge, vous êtes obligé de vous surpasser. Même si vous avez pris en charge quelqu'un qui décède, vous avez mal, certes, mais il n'est pas seul. Donc, est-ce qu'il faut s'arrêter là? Il faut continuer. Donc, ça va vous pousser à être plus fort de la tête. Vous avez en charge 14 malades dans les cas très graves, souvent 15, 20, 30. Si un part, ça fait mal, mais est-ce que pour ce fait, il faut laisser les autres? C'est la question à se poser. Donc, pour nous, à chaque fois qu'il y a une situation de gravité, c'est des challenges. Ça veut dire que celui qui est parti, on fait le staff, on a vu ce matin, on réfléchit tous, et puis on fait en sorte que ça n'arrive pas pour une autre personne. Voici le challenge chez nous, en fait. Donc, en fait, on fait en sorte de switcher à chaque fois. C'est ça. Au-delà de la prise en charge, une question revient, celle du paiement. Ici, une réforme veut bousculer les idées reçues. Depuis 2018, quand vous arrivez aux urgences de Cocody, nous on vous soigne. Et puis vous payez après. On ne vous demande pas d'aller payer quelque chose à laquelle. En tout cas, tout ce qui est disponible au CHU de Cocody, que ce soit le laboratoire, les échographies, l'ECG, la biologie, les médicaments, est à disposition de l'usager. Alors que justement, c'est l'un des motifs des procès qui sont faits au corps médical quand on est dehors. En tout cas, nous sommes dans cette politique depuis 2018. On a été bien accompagné pour l'ancienne direction, Dr Meïté, qui était à l'époque le directeur du CHU de Cocody. Et on est toujours accompagné dans cette stratégie par la nouvelle direction avec un renfort, des équipements, une meilleure compréhension du fonctionnement des urgences, une meilleure compréhension des exigences du service des urgences. Et après cet échange, nous tombons nez à nez avec un accompagnant avec qui nous vérifions cette nouvelle donne. Alors, ce qui se dit, c'est qu'ici aux urgences, lorsqu'on arrive, on ne demande pas d'argent à payer. Mais on soigne d'abord, maintenant c'est après, au moment de la sortie qu'on doit payer. Est-ce que c'est vrai pour vous? Oui, c'est vrai. Elle a été bien reçue, le malade a été traité correctement. Et maintenant qu'il doit être libéré, on peut maintenant relier ça. Et donc, lorsque vous êtes arrivé, on n'a pas demandé, on n'a rien exigé avant qu'il vous remboursiez prise en charge? Non. Aucun franc n'a été déduit avant qu'il ne soit traité. À la tête de l'établissement, la direction, conduite par Kofi Asséré, réitère le choix relatif au paiement post-traitement aux portes des urgences. La prise en charge doit être immédiate et intégrale. C'est après cette phase de prise en charge qu'on balance maintenant dans le post-paiement. C'est-à-dire, une fois que vous êtes rétabli,
Là, en ce moment, on peut réclamer le paiement de vos soins. Parce qu'il faut sauver la personne admise en urgence. Parce que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes avant, si on traîne, la personne peut mourir. Lorsque la personne qui est reçue, prise en charge, n'a pas d'argent, on fait comment? Les problèmes de post-paiement, exiger qu'il paye s'il n'a pas l'argent, on met ça au compte des cas sociaux. Bon, ça, les gens laissent les cartes d'identité, ils laissent des choses, mais après ils ne reviennent plus. Ça devient des situations de déséquilibre financier, mais bon, on fait avec. Mais sur le terrain, cette politique se heurte parfois à des incompréhensions et à certaines habitudes bien ancrées. Malheureusement, les CHU sont devenus pratiquement des hôpitaux de premier contact. On fait tout. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu par exemple une coupure, une foulure au quartier, il vient directement au CHU. Bon. Ça aussi, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de communication. Quand vous allez refuser parce qu'il n'a pas un bulletin pour sa référence, ou bien pour son évacuation, très tôt, les réseaux sociaux prennent le relais pour dire qu'on est allé, on nous a refoulés, on ne nous a pas accueillis et tout ça. Mais bon, maintenant on fait avec tout ça. Voilà, on fait avec tout ça. Entre réformes, pression du terrain et attente des patients, le CHU de Cocody, à travers son service d'urgence, tente de se réinventer sans jamais perdre de vue sa mission. Et au cœur de ces vies à protéger en priorité, celle des plus vulnérables, les mères et leurs nouveau-nés. Elle va accoucher. Donc, tellement il m'a... Les services me demandaient pardon. Là, il voit que non, il sait notre numéro, il ne peut pas refuser. On a roulé ensemble, ça fait jusqu'à... Dès qu'on est venu, on allait à l'urgence, on nous a dit c'est pas là-bas, la maternité c'est plus ici. Donc on est venu. Elle a accouché dans la voiture propre. Grâce à bon Dieu, elle a accouché dans la voiture. Super. Oui. C'est comment? Ouais, elle a accouché dans la voiture. Ici. Bonjour. Les deux. Oui, les deux. Merci beaucoup. Ça veut dire que le mari le père aussi, c'est ça? Oui, oui. Quand on voit le monsieur, apparemment, c'est lui qui est le sauveur de votre femme? Oui, effectivement, parce qu'il y a eu 2 chauffeurs qui m'ont refusé en cours de route, bon, selon eux, et puis ils étaient dans leur droit, hein, parce que la loi leur interdit de prendre les femmes enceintes, et également ou soit les personnes malades. Donc vraiment, il a été mon sauveur. À l'intérieur, les équipes pédiatriques qui terminent leur staff suivent la situation de près. On a dépêché quelqu'un qui est en bas, qui est en salle d'accouchement, parce qu'il s'agit des jumeaux dont le deuxième est resté bloqué. Donc quand il y a des problèmes comme ça, il nous le réfère. Mais on aurait voulu que cette référence se fasse in utero, c'est-à-dire déjà on savait qu'il y avait des problèmes, on envoie la femme enceinte ici et puis on peut organiser la prise en charge. Mais un enfant qui reste bloqué comme ça, vous imaginez son devenir, même si on réussit à le sauver, les séquelles neurologiques seront immenses. Chez les nouveau-nés, les premières minutes, c'est vraiment c'est déterminant. Pas de douceur chronique, ni de... Un étage en dessous, nous rejoignons l'équipe médicale en charge des jumeaux. L'un des jumeaux se fait entendre. C'est lui qui était retenu en intra-utérin. Donc après la sortie, c'est un nouveau-né qui a des problèmes respiratoires. Et puis sur le plan neurologique, vu qu'il est resté longtemps par rapport à son jumeau, il a des troubles neurologiques. Donc il a des mouvements anormaux avec une détresse respiratoire. Donc on va l'admettre tout à l'heure en unité néonatale. Ils sont en train de préparer tout le matériel pour le recevoir. Donc en attendant, ils ont fait déjà les soins essentiels et puis on l'a mis sous oxygène après avoir pris sa glycémie. Son frère, en revanche, a eu plus de chance. Son frère, lui, il est bien. C'est juste qu'il est né dans ce qu'on appelle un contexte infectieux. Bon, il a juste une légère détresse respiratoire, mais qui n'est pas hypoxémiante. Mais vu qu'il est né, c'est-à-dire qu'il a des problèmes pour respirer, mais il n'a pas besoin d'oxygène. Parce que ce sont des nouveau-nés à terme.
Mais vu qu'il est né dans un taxi et que le taxi n'est pas propre, donc on appelle ça un contexte infectieux. Est-ce qu'on peut dire que le statut de cas d'urgence, il n'est pas juste pour 2 heures, pour 3 heures, mais souvent il peut se prolonger? Oui. Parce que celui qui est là, pour le moment, il a l'air un peu stable, mais après, son état peut se dégrader. Actuellement, il est en train de faire des petites convulsions, mais après, il peut faire des convulsions qui ne vont même pas s'arrêter, malgré le traitement qu'on va administrer. La mère, de son côté, est dans un état stable selon les soignants. Après 6 heures d'observation, elle sera conduite en hospitalisation. Quand le jour s'achève, une autre équipe d'urgentistes débute au grand bloc des urgences en ce vendredi soir. Cardiopathie dilatée qui a un tableau d'Anazac, donc qui doit aller en épuration extra-rénale tout à l'heure. On a fini notre permanence, on rentre chez nous, donc on fait la passation aux médecins qui sont venus faire la garde, pour qu'ils soient au courant de chaque tableau, de chaque malade, qu'est-ce que chaque malade a, qu'est-ce qu'il faut surveiller pendant la garde pour qu'eux puissent continuer la prise en charge du malade. L'équipe qui prend le relais a du monde dans ses rangs, avec des étudiants qui prennent note et écoutent. Après la passation... Il est conscient? Oui, il est conscient. Son sepsis, ça c'est sur quelle base? Wilfried, 25 ans, prend les commandes du navire. Il y a besoin du téléphone de quelqu'un. Est-ce que ça passe en avance? Oui, ça passe. Une garde qui débute donc dans le calme avec essentiellement de la surveillance, des contrôles, tout d'une routine apparente. Puis à un moment de la nuit, tout s'enchaîne. Parce que là déjà elle est un peu affolée, donc il faudrait qu'on puisse quand même la rassurer avant de pouvoir lui annoncer pour ne pas qu'elle ait une forte réaction. Est-ce que ça arrivait avant que justement ils arrivent? Oui, oui. Quand c'est comme ça, on dit qu'on est devant un cas d'arrivée décédé, qu'on abrège en fait. Voilà. On ne peut pas dire le sigle, sinon finalement toute la population va connaître, mais en tout cas, il y a un terme qu'on utilise pour ne pas qu'ils puissent comprendre. Voilà. Donc bon, on va la mettre dans la salle, et puis on va lui annoncer. Maintenant, si toi, tu as pris toutes les informations par rapport au papa? D'accord. Dans l'une des salles, une femme, venue accompagner son mari, s'inquiète, sans encore savoir que celui-ci est décédé. La maman n'avait pas mes chiffres, donc il faut laisser Naka prendre les informations ici, et puis tu vas venir, on va annoncer le décès là. Parce qu'il a trop de durée. Comment venez? Laissez, venez. Faut laisser. Allons-y. Derrière cette porte, Wilfried et sa collègue lui annoncent la nouvelle. Et il lui faut choisir les mots. Donc papa déjà avec son asthme, il avait un problème à la respiration comme vous avez dit là. Maintenant la mousse que vous voyez qui est sortie par les narines là, nous on appelle ça OAP. C'est comme s'il y avait de l'eau dans les poumons. Donc c'est ça qui est ressorti par les narines comme ça. Mais alors les essais. Voilà. Donc là on est venu, on a vu papa, on prend les constantes, il n'est pas là. Les pupilles là, c'est dilaté. Ce sont les signes qui montrent que le patient est décédé depuis la maison. Il est décédé? Oui. Asseyez-vous, maman. Il y a quoi, maman? C'est pas toi, c'est pas ta faute. Non, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, c'est pas ta faute même. Faut même pas te dire ça, mais c'est même pas toi. C'est pas toi. L'annonce est faite, la douleur s'installe. Mais pour les soignants, pas le temps de s'arrêter. Sopho, viens. C'est bon? C'est bon. Ils vont venir lundi pour prendre leur certificat de décès. Là. Maintenant, ça, c'est le patient qui était en chirurgie, qui vient d'arriver là. C'était pour voir, comme on avait dit que probablement sa visite n'avait pas été faite là. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, les papiers devant l'ambulance là. Il faut rester focus. Normalement, tout médecin qui est capable d'annoncer un décès doit savoir, qui est censé diagnostiquer une pathologie, doit aussi savoir annoncer un décès. Ça fait partie de notre formation, mais c'est sur le terrain qu'on apprend ça quand même.
on est quand même tout le temps confronté au décès, donc il faudrait être préparé à toute éventualité. L'autre tâche après l'annonce du décès, c'est celle de la prise en main de la dépouille avec l'arrivée des pompes funèbres. Pendant la garde, on s'autorise par moments un peu de répit. Un parcours de vie au-delà du métier, parfois sur fond d'héritage familial, comme l'explique Cédric, interne et spécialiste en pneumologie. Ça vient de mes parents. Dans ma famille, il y a pas mal de médecins, 5 médecins. Donc, en les voyant, j'ai voulu faire comme eux aussi. C'est vrai que quand j'étais au lycée, c'était l'un des domaines dans lesquels je voudrais exercer. Donc, après le bac, ça m'a beaucoup plus intéressé. Peut-être avec l'influence des parents, je me suis lancé et j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. Et voilà, j'ai pu faire ce parcours-là avec amour. Et nous avons été rejoints par le professeur Oro Kignalman, chef du service des urgences du CHU de Cocody. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mélina, bonsoir Alassane. Quelles sont les missions d'un chef de service des urgences? Alors, la mission du chef de service des urgences, c'est bien évidemment de coordonner toutes les activités afin que le service des urgences arrive à assumer ses missions, qui est de dépister les détresses vitales, de sauver les malades et puis d'orienter les autres dans les autres unités. Et quels sont les 3 principaux motifs d'admission aux urgences à Cocody? Alors, les motifs sont très variés, très variés. Il y a d'abord les troubles à la conscience, qu'on voit aussi bien aux urgences chirurgicales comme aux urgences médicales. Il y a la détresse respiratoire, l'essoufflement avec le manque d'oxygène que les malades vont présenter. Et puis, il y a les hémorragies, les fièvres également, qui sont à l'origine des motifs de consultation aux urgences. Est-ce qu'il vous arrive de refuser peut-être des patients parce qu'on ne peut pas gérer, il y en a trop, c'est compliqué pour le staff présent? Alors, avant de revenir à ça, je voudrais un peu continuer parce qu'il y a des étapes qui sont très importantes. Pendant la gestion de l'afflux massif, il faut engranger les informations pour monter crescendo en puissance. Et le plus important, après la gestion de cet afflux massif, pour pouvoir tirer les leçons de ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, pour pouvoir adapter le plan de gestion de l'afflux massif qui existe dans le service. Concernant les patients qu'on réfère, oui, ça arrive. Ça arrive. Il arrive parfois que nous n'ayons pas de place. Pas plus tard que hier, on avait encore 10 malades sur une chaise. Et quand les autres arrivent, qu'ils ont une détresse vitale, on est obligé de faire des choix pour pouvoir prendre véritablement celui qui nécessite des soins d'urgence. Et quel est aujourd'hui le plus difficile à gérer pour vos équipes? Alors, le plus difficile à gérer pour nos équipes, dans notre contexte, je pense que c'est la communication. C'est la communication. Et je vous remercie d'ailleurs de nous donner cette opportunité de parler des urgences parce qu'il faut que la population comprenne les missions du service d'urgence. C'est d'abord dépister les détresses vitales. Dépister les détresses vitales. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir offrir les soins à celui qui en a besoin. Si on ne le fait pas, dans les heures, dans les minutes qui suivent, il risque de perdre la vie. Et c'est vraiment ça la mission. Et après ça, il faut orienter les malades dans les services de spécialité pour que celui qui souffre d'une maladie respiratoire, celui qui souffre d'une maladie digestive, qu'il soit pris en charge dans le service vraiment adapté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis, on imagine. Quels sont les principaux défis auxquels vous et vos collaborateurs faites face? Et puis, il y a aussi beaucoup de plaintes envers le corps médical. Comment est-ce que vous l'entendez? Alors, je pense que la question des défis est vraiment l'épineux problème. Il y a d'abord le défi des équipements, des infrastructures. Nous tous, on a vécu cette période de crise de 2010 qui a fait qu'il y a eu un ralentissement d'investissement en termes d'équipement, en termes de formation. Et ça nous rattrape. On va dire fort heureusement, le gouvernement a pris vraiment le taureau par les cornes. Il y a un effort vraiment extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'investissement dans les infrastructures, il y a une amélioration qui est nette. J'en veux pour preuve le service que je dirige qui bénéficie d'un programme d'extension et de réhabilitation. Je voudrais vraiment exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude auprès des autorités, principalement auprès du ministre Pierre Demba qui a bien compris cette urgence. Il y a les défis des ressources humaines. Les urgences ont besoin de ressources humaines qualifiées, vraiment des gens qui sont passionnés par la médecine d'urgence, parce que la médecine d'urgence, c'est très pénible. C'est pénible, c'est pénible. Nous travaillons dans des conditions, il faut trouver des solutions aux malades qui ont en détresse respiratoire, qui ont en détresse neurologique, même si
vous n'avez pas la place, vous devez trouver des solutions. Et puis, il y a le défi de renouvellement de façon perpétuelle des équipements pour que nous restions toujours à la pointe de la médecine, parce que la médecine d'urgence est une médecine qui est très technique. Vous n'avez pas de la technicité, c'est très difficile aujourd'hui de prendre en charge les malades qui sont dans les services d'urgence. Et quant au procès qu'on vous fait? Alors, on entend bien les procès, nous sommes des humains, aucune œuvre humaine n'est parfaite, ce n'est pas pour nous dédouaner. C'est dans ce sens que nous travaillons, de faire en sorte que ces plaintes-là soient vraiment le plus réduites possible. En 2025, nous avons connu une seule plainte vraiment majeure. En analyse, c'était un problème de communication. C'est pareil, c'était un problème de transfusion sanguine où la poche devait être passée et le patient a estimé qu'on ne lui avait pas passé la poche à temps alors qu'il n'en était rien. Sa vie n'était pas menacée parce que ce n'était pas un cas d'hémorragie digestive en tant que tel. Voilà. Et puis, on fait l'effort de réduire ces plaintes. C'est pour ça que dans le service, nous travaillons sur 3 principes. Le premier principe, c'est l'accessibilité totale des soins, des urgences, dans les 24 premières heures. Et l'État nous a autorisé à le pratiquer. Donc vous arrivez aux urgences, vous avez une accessibilité à tout. Les médicaments, les explorations, vous allez payer 24 heures après. Le deuxième principe, c'est la sécurité des soins. Et soigner sans être victime des incidents liés à la pratique médicale. Et puis enfin, c'est la dignité du patient dans le service des urgences. Ce qui fait que de ces 3 principes, 2 indicateurs majeurs, la satisfaction des usagers et puis le taux de décès, qui sont nos paramètres qui permettent d'évaluer si nous sommes efficaces dans la prise en charge de nos malades. Dans la prise en charge, il y a aussi donc, le temps moyen d'attente aujourd'hui pour les patients qui arrivent. Ça fait aussi l'objet de plaintes parfois aussi de certains patients. Aujourd'hui, quel est le temps moyen d'attente aux urgences du CHU de Cocody pour prendre en charge Si vous arrivez aux urgences du CHU de Cocody, je vous assure, le temps moyen d'attente ne dépasse pas 15 minutes. Si vous attendez plus de 15 minutes, c'est bien parce qu'on est en train de chercher un brancard, oui, on est en train de chercher un lit qui n'est pas disponible. Ailleurs, le temps d'attente, c'est pratiquement 3 heures, 4 heures de temps. Si les gens comprenaient la mission des urgences, je pense qu'il y aurait moins de plaintes sur les services d'urgence. Les urgences, un service particulier et sous tension, comme vous pouvez nous le rappeler ce soir. Merci infiniment, professeur Auro, d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier message en quelques mots à l'endroit peut-être de la population pour les rassurer davantage. À l'endroit de la population, on a un slogan aux urgences, c'est « N'oubliez pas, nous sommes là pour vous ». Et je pense que si on le retient, on pourra véritablement réussir notre mission. Merci infiniment, professeur Auro Quignalman, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le chef du service des urgences au CHU de Cocody. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. En deuxième partie de soirée, Mélina, on va en pays à bain pour aller fêter l'Igname. Et oui, Alassane, ce sera après une courte page de pub. Surtout, restez avec nous. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours avec nous. Direction à présent le pays à bain, Mélina. Oui, Alassane, pour aller découvrir comment se célèbre la fête de l'Igname chez ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire. Un reportage que vous proposent Patrick Brédé et Roméo Tapé. Il flotte comme un air de fête dans ce campement du canton Mourier, situé à 15 km de la ville d'Abouville. Anumbo. Ao. Anumbo. Ao. Bambo. Ao. Ao. Chaque année, au mois de septembre, les Abais, peuple du sud de la Côte d'Ivoire, célèbrent son nouvel an à travers la fête de l'Igname, avec pour point de départ Grand Mourier. Désigné président du comité d'organisation des festivités de 2025, Agbo est venu récupérer chez Chimou, comme l'exige la tradition, l'igname qui servira pour la fête du chef de terre une semaine avant les célébrations populaires. Ikbe, il dit garçon. Jambo, Jambo, Remombo. Bon travail à tous. Et qui Nana Bidjaji. Demain, Nana va faire la fête d'Igname.
il m'envoie pour chercher les ignames Coco Hachi pour faire la fête de demain. Un plaisir que savoure Tchimou. C'est un honneur pour moi de choisir mon igname. Je suis vraiment très content pour que Nana puisse déguster mon igname parmi des milliers de personnes. Si c'est moi qui l'ai choisi, je remercie le bon Dieu. Malgré un manque de pluie, mais néanmoins j'ai préparé ses pieds. Comme il est venu me tuer, je vais l'enlever pour qu'il puisse l'amener. L'igname, tubercule au cœur du régime alimentaire des Abais, est érigé en symbole pour les 5 cantons Abais et les 13 villages du canton Mourier. Dans le mois de juillet jusqu'à août, le chef de terre des Grands Mouriers mange les prémices des ignames. Une fois qu'il a mangé les prémices des ignames, alors chaque famille de la grande famille, c'est-à-dire que Grand Mourier est constitué de 22 grandes familles. Dans chaque famille fête mange les prémices des ignames. Juste après le mois d'août, début septembre, le chef de terre de Grand Mourier donne maintenant la date de la festivité des ignames. Avant la festivité, une semaine avant, les chefs de terre fêtent, lui seul, il fête la fête des ignames. Pour en fait ce que j'appelle les signes avant-coureurs de la grande fête. La pièce maîtresse de la fête doit être sortie du sol. Une demi-heure à creuser avant de retirer délicatement la couronne des ignames. Il faut qu'il prenne soin pour ne pas que ça se casse. Voilà. Il va commencer à couper les têtes. Voilà. Et celle-là. Voilà. Vous voyez juste en bas les têtes des ignames qui sont là. Après avoir enlevé, on va rebuter, on ferme, on arrose et on attend l'année prochaine pour venir rechercher encore les mêmes ignames. Les jeunes tentent de libérer les tubercules de la terre. À la pioche, puis avec les mains, avec la consigne de ne pas les abîmer. Voilà, on ne peut pas aller remettre des ignames cassés à un chef de terre. Et il faut qu'on fasse attention pour ne pas que on égratigne les ignames. Les ignames sont destinés aux chefs de terre pour la fête des ignames de demain. Donc j'ai dit aux jeunes frères de faire très attention, d'aller doucement. Les efforts de Tchimou laissent place à l'émotion. Je suis content parce que, vous voyez, ça a quand même donné. Je suis vraiment fier. Si on avait des télés qu'il n'y avait rien en bas, c'était un problème. Mais je suis vraiment fier. Que ce soit mon igname, le chef de terre va utiliser pour sa fête d'igname. Car pour faire la fête d'igname, il faut que l'igname sorte du village et du champ. Du champ. Là, à ce moment-là, c'est la fête d'igname. C'est maintenant que dans nos jeunes âges, on va prendre de l'igname à l'extérieur pour venir faire la fête. Sinon, en réalité, il faut forcément qu'ils trouvent des lignames qui sortent directement du champ pour la fête d'igname. Cette année, le comité d'organisation veut remettre au goût du jour la version traditionnelle de la célébration du Djidja. Ce soir, plusieurs générations se sont donné rendez-vous autour de ce feu de bois dans la cour du chef de terre, représenté par l'un de ses proches collaborateurs. Il y a une représentation des nanas, mais ce n'est pas le vrai nana qui est assis. Le nana n'a pas le droit de se mettre autour du feu. Au pays Abais, le nana, on ne le voit pas comme ça parce qu'il est sacré. Le nana ne sort pas comme ça. Si le nana sort, c'est que soit il y a un événement heureux, soit il y a un événement malheureux. Et en ce moment-là, il rappelle tous ses enfants pour leur donner les directives. Quelques larmes de whisky servies, un peu de café pour ne pas s'endormir et des contes dans une ambiance de clair de lune.
Une soirée conviviale qui rappelle le bon vieux temps. Ces récits historiques ont forgé les valeurs du peuple abbé. Les contes que mes frères et sœurs viennent de donner nous ont replongé dans l'ancien temps et a permis à ressortir des conseils qui doivent aider chacun de nous à grandir, et cela va aussi permettre à conjurer le mauvais sort qui pourrait être lancé. Cette rencontre intergénérationnelle est pleine d'enseignements pour les plus jeunes. Ça nous aide à comprendre aussi certaines choses. Un exemple comme ça, comme l'amour, de s'aimer les uns les autres, de ne pas faire la différence entre nous. Faut pas en vouloir à ton ami, à ton prochain. Bon, il y a retenu encore aussi, si Dieu te donne l'opportunité de t'enrichir, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un d'autre aussi. Jusque tard dans la nuit, Grand Mourier, village source de tous les abbés, rentre tout doucement dans la fête de l'Igname. Le lendemain matin, ces hommes et femmes s'affairent à la préparation du repas de Nanan Bédé Kopré, le chef de terre de Grand Mourier. C'est Paul, un notable du chef de terre, qui s'occupe du rite de purification des personnes désignées pour la cuisine. Mais quelqu'un d'autre ne met pas ça? Non, non. Quelqu'un d'autre ne met pas. Sauf le notable du chef de terre. C'est une bénédiction pour le chef de terre, puisque le chef de terre est celui qui commande la terre. Et au pays abbé, c'est ce qu'on fait dans la vie. Et c'est coutume. Et puis, c'est une bénédiction pour la famille. La préparation de ce repas est très codifiée et les tâches sont clairement réparties. On nous a invités de venir l'aider à faire son travail. Pourquoi vous ne laissez pas ça aux femmes? Non, bon, les femmes, elles peuvent faire ça, mais il y a des femmes qui sont disposées, ne peuvent pas toucher nourriture de l'argent. C'est une tradition. Mais la maman, elle est en train de faire du ñam. Ouais, elle est en train de faire du ñam. Côté ñam, là, c'est les femmes qui font ça. Les femmes sont soumises à des interdits. La veille, aucune d'entre elles ne doit partager le même lit qu'un homme, encore moins avoir des rapports sexuels. Et ce n'est pas tout. Elle ne doit pas être gauchère. La main gauche, comme on le dit, ce n'est pas une bonne main. Voilà, pour le faire, il faut que toutes les femmes qui seront à la cuisine soient droitières. Elle ne doit pas aussi avoir des gros ombrelles. Voilà, ça aussi, c'est des interdits. Ça y est, vous avez fini de plumer le poulet. Donc, à quel moment manger? Ce matin, Agbo vient s'enquérir de l'état des bois qui servent pour la cuisine. Tout ce qu'on doit toucher doit être pur. Donc, ces 3 bois que vous voyez là, on le fait du premier jour, sans le teindre, jusqu'au dernier jour de la fête. Ces bois-là viennent du nouveau champ, c'est-à-dire le champ de cette année, y compris les ignames, y compris tout ce qui est condiment. Voilà le principe. On ne doit pas aller prendre un foyer qui a des bois qui datent de l'année dernière. On nomme qu'il faut. On a plus. Avant la cuisson des ignames, Paul, le notable, est chargé de ramener l'huile rouge à la cuisine. L'huile rouge, il y a une puissance pour les chefs de terre, puisque l'huile rouge vient du chef de terre. Et c'est lui qui décide pour ça. Nous avons l'autorisation de pénétrer la demeure de Nanan Bédé Kopré. Tout vêtu de blanc, cet homme incarne le pouvoir absolu
dans le canton Mourier. Quand on rentre dans une nouvelle année, on va avec ce qui est propre. Donc l'habit qu'il a porté incarne la blancheur, la clarté, la fierté, en tout cas ce qui est propre pour la fête. C'est pourquoi il s'habille comme ça. Ce qu'il a au pied, à partir du moment où il a été désigné chef de terre, le même jour, tout le monde vient lui donner le pouvoir. Et ça, c'est le pouvoir qu'on lui a donné, qu'il a attaché au pied. N'importe qui ne porte pas ce qu'il a porté au pied. La fête de l'igname du chef de terre est une institution centrale qui permet de régler les différends avant la date des grandes festivités. À partir d'aujourd'hui, les tribus dans lesquelles il y a palabre, nous autres sachants, nous allons commencer à faire la réconciliation. La fête n'est pas seulement festive, elle est réconciliatrice, elle est culturelle. Donc, si par exemple dans une famille, un monsieur et sa femme ont eu des problèmes, la femme est partie dans son foyer, disons chez ses parents, on doit aller régler ces problèmes jusqu'à ce que ça finisse pour qu'elle vienne faire la fête. Si elle n'est pas venue faire la fête le 17, après la fête, le divorce est consommé. Si vous avez eu maille à partir avec un de vos frères, c'est le lieu de faire la réconciliation avant le Djiga. Chez les Abais, la fête de l'igname se célèbre par canton selon un calendrier lunaire dans lequel la semaine compte 6 jours et une année 13 mois. Il y a 5 cantons dans le département. Après la fête de Grand Mourier qu'on appelle Mourier vert, il va y avoir Tchof vert. Le canton Tchof va fêter. Après le canton Tchof, c'est le canton Kos qui va fêter. Après le canton Kos, le canton Abévé. Après le canton Abévé, il va y avoir le canton Korobou. Donc c'est quand le Grand Mourier ouvre la fête que les autres suivent. Chez le chef de terre, l'importante cérémonie de libation se met en place. Le garant moral, spirituel et religieux de Grand Mourier doit s'adresser aux ancêtres. Il a demandé à tous les génies, tous les mânes, tous ceux qui peuvent protéger le peuple Abé de venir manger l'igname avec nous, faire la fête des ignames avec nous. Donc quand on donne à manger aux génies, on apporte, il y a le foufou blanc, le foufou rouge, les œufs et puis la poisson. Les invités peuvent déguster le foufou pour marquer la célébration du Djidja, du chef de terre. Dans les années 2000, la fête a perdu sa valeur. Aujourd'hui, Grand Mourier, c'est les maquis. Tout ce qui est danse traditionnelle disparaît pendant la fête. Avec l'arrivée des religions, certaines pratiques sont considérées comme diaboliques. Si nous voulons que les choses changent, il nous faut être unis. Dans Grand Mourier, le foufou est partout et la bonne humeur aussi. Intéressant. La fête est trop intéressante. En tout cas, c'est intéressant. Moi, j'ai l'habitude de venir. Moi, je viens toutes les années. Oui, ça me plaît, c'est mon village. C'est nous faire ouverture. On dit canton Mourier. Voilà. Mon village, c'est Grand Mourier International. Rachel et Mélie ont fait le déplacement depuis Abidjan. Elles sont des inconditionnelles du Djidja. Je suis à Abidjan, mais ce n'est pas dépaysé. Voilà. Ce n'est pas dépaysé. Ici, on vient d'Abidjan. C'est important en tout cas. On va renier la tradition. On ne peut pas. Pas parce que on est gens modernisés aujourd'hui qu'on va renier la tradition. Non. On n'a pas le droit de rater ça. On doit être toujours là, quelles que soient nos occupations. On doit être là pour fêter. C'est très important pour nous. Des retrouvailles qui réjouissent cette mère. Hein? Donc si ça arrive comme ça, que tu vois tes enfants, tu es fier et puis tu es content. Bon, s'ils viennent avec leurs amis, les camarades. En tout cas, c'est intéressant.
Les soirs, la place centrale de Grand Mourier devient un autre lieu de rencontre. Les habitants ont rendez-vous avec les danses traditionnelles et des représentations de la vie des abbés. Le deuxième jour, les foyers restent allumés. Le lendemain du réveillon, la gastronomie abbé est encore à l'honneur. Le foufou de banane a remplacé le foufou. Les sauces djumblé et pistache deviennent les stars des casseroles. Tu prépares sauce pistache comme tu veux, tu prépares aussi sauce djumblé. Mais nous, on a décidé de préparer sauce pistache parce que la vieille, elle adore ça. Non, pistache, là, on appelle ça un gachi. Un gachi. Un gachi. C'est sauce de fait d'igname. C'est sauce des abeilles. Sauce de chez nous. Un moment gourmand qui permet de découvrir la bonne année en abbé. En abbé, quand on dit bonne année, c'est michi michi, mono mono. Donc c'est ce qui se dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui même ça commence et puis demain. Sinon, le premier jour, il n'y a pas bonne année, mais quand c'est le deuxième jour, michi michi, mono mono. Troisième jour aussi, là, c'est michi michi, mono mono. Cet après-midi, la danse américaine et sa fanfare paradent dans la ville au son de son emblématique sifflet. Américain, au complet, tout c'est. Alléluia. Un folklore apprécié du public. Les moins timides n'hésitent pas à esquisser des pas de danse. Ça, c'est le cycle du temps colonial. Nos parents, ils étaient déportés en Amérique. Quand on les a libérés, en venant, d'autres sont venus avec ça. Ce sont des sifflets. C'est avec ces sifflets et ils faisaient la danse. La longue cohabitation de ces Akans avec les Krou a laissé des emprunts, notamment le système patrilinéaire. À la différence des autres Akans, les abbés appartiennent au groupe familial de leur père. Nous sommes le 3e et dernier jour du Djidja, le jour de la purification à la rivière sacrée Djiro. La tradition exige que les habitants, vêtus de blanc, apportent des offrandes aux divinités afin de s'attirer leur faveur. Les rivières que nos ancêtres ont adorées, nous aussi, nous avons hérité de ça. Il faudrait que le 3e jour, on vienne pour leur dire merci. Donc quand on vient avec des gens qui sont de part ou d'autre, ils viennent avec nous, ils viennent pour dire merci à ces personnes-là, à ces ancêtres-là qui nous ont vraiment supportés et ils continuent toujours de nous supporter. Donc le bleu blanc, c'est l'union, c'est la paix, c'est la douceur. Et voilà. C'est là on vient toujours en blanc. Nous ne sommes pas autorisés à filmer ce moment de purification. Avant de rentrer chez quelqu'un, tu lui dis coco, 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 coco. C'est les signes. Peut-être que le génie est mal assis, c'est une manière de taper à sa porte pour qu'il s'arrange et il va rentrer. C'est là qu'il a lui dit, on a fêté, ça fait le 3e jour, on est venu te saluer. Est-ce qu'on peut rentrer? Voilà. C'est Djiro. Djiro, ça c'est la rivière qui nous reçoit aujourd'hui. Après 1 heure,
la délégation est sur le chemin du retour. Cette jeune dame est prise de transe. C'est un esprit qui est suel, c'est un esprit positif qui est suel. Quand on sort comme ça, il faut qu'un d'entre nous fasse ça pour qu'on sache que, en tout cas, le sacrifice a reçu. Une expérience déjà vécue par d'autres visiteurs. L'année passée, comme ça, là, j'ai demandé un terrain. Mais il dit qu'il a acheté 2 terrains, donc là, il faut bien parler encore. Surtout à Abidjan, il a demandé 1, il a payé 2. Il y a ma fille qui a eu son bac. En tout cas, elle a fini. Elle a eu sa maîtrise en sociologie. Je suis venue demander pour qu'il m'aide. Effectivement, elle a eu. On allait la soutenir à Korogo. Donc, cette année-là, je suis venue pour les remercier. De retour à Grand Mourier, c'est sous la pluie que la délégation reçoit les bénédictions du chef de terre. Cet après-midi, les autres chefs de canton à Baie, les autorités administratives, les fils et filles de Grand Mourier, accompagnés de leurs invités, doivent assister à l'unique apparition publique annuelle de Nanan Bédé Kopré. Ces devanciers vont à toutes les cérémonies sauf lui. Il n'apparaît qu'une seule fois dans l'année, un seul jour. Le jour, c'est aujourd'hui. Afia, la centenaire, comme plusieurs habitants, n'ont pas voulu manquer le clou des festivités dédiées à la cérémonie de libation. Pendant 13 mois, tous ceux qui ont pu protéger le peuple abbé, le Nana va leur dire merci et il va leur reconfier tout le peuple abbé pour 13 mois encore, pour que les gens retournent dans les champs pour travailler en toute quiétude. J'invite les gens à venir connaître aussi nos coutumes, d'amener que nous on fête notre fête traditionnelle, à venir voir. Cette année-là, ils ont mis les bambous, ils ont mis les torches, choses comme on appelle, les feuilles de palmier. En tout cas, c'était bien, comme ils ont bien fait les pays et les villages. Il y a eu des machines qui sont passées pour bien gratter la route. En tout cas, c'est bien. C'est au son des tambours que le gardien de la mémoire et des rites fait son arrivée. Les danses lui rendent les honneurs. C'est l'heure de la libation tant attendue. Nanan Bédé Kopré annonce officiellement, à travers des bénédictions pour le canton, le passage à la nouvelle année. Par ce geste, le chef de terre pose l'ultime acte de 3 jours de festivités. Cette édition de la fête de l'Igname en pays à Baie marque la volonté de promouvoir cette culture séculaire. Et pour parler de cette fête du Nouvel An chez les abbés, nous sommes avec professeur Oni Kanga Benoît, sociologue et fils du Grand Mourier. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous ce soir. On a envie de savoir peut-être, les abbés, est-ce qu'ils sont des crous ou des acans finalement? Mais en Côte d'Ivoire, il existe 5 grands groupes ethnoculturels. Et les abbés sont classés dans le groupe Akan. Et les abbés sont donc des Akans. Mais les abbés auraient vécu ensemble avec les Dida qui appartiennent, eux, au groupe Okrou. Donc, quand 2 peuples d'origine différente vivent ensemble et avec des traits culturels différents vivent ensemble, il y a des emprunts.
il y a une certaine influence au niveau culturel. Les abbés ont donc emprunté des Didas et les Didas ont donc aussi emprunté des abbés. Donc sur le plan linguistique, sur le plan de certaines institutions, il y a beaucoup de choses qui sont communes aux abbés et aux Didas. Donc les abbés sont des Akans, mais avec une influence des Didas et donc des Krou. Pourquoi c'est à Grand Maurier que débutent les festivités du Nouvel An en pays abbé? Mais à Grand Maurier, parce que tout le peuple abbé est organisé spatialement autour du fleuve que les abbés eux-mêmes appellent Ogbo, mais qui est connu sous le nom Agbo, et qui donne le nom de la ville capitale de la région, qui est Agboville. Les Mauriers, le groupe Maurier, qui est une tribu des abbés, une des 4 tribus des abbés, est située au nord du fleuve Ogbo. Il y a d'autres tribus qui sont situées plus bas ou au milieu. Et quand on connaît, par exemple, la fête des ignames des abbés, qui est une fête de la purification, les abbés situés au nord, donc en amont, font la purification et à travers le nord, donc l'amont et l'aval, toutes les impuretés donc enlevées partent donc de l'amont vers l'aval du fleuve Agbo ou Ogbo. Donc, c'est pour cette raison que les abbés du Nord, les Mauriers, donc, font en premier lieu la fête des ignames. Très bien. Voilà. Alors, on a vu aussi que les cadres ont décidé de s'impliquer davantage dans la célébration de la fête des ignames. Pourquoi maintenant? On a à Grand Maurier une grande mutuelle dirigée par une équipe dynamique à la tête de laquelle se trouve M. Patrick Hachi. Et ce n'est pas parce que la fête des ignames connaît un bémol ou bien une certaine mollesse dans les manifestations, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Il faut et donc redonner à la fête son caractère traditionnel, lui redonner tout son processus avec toutes les étapes dans sa pratique. Et les cadres ont donc décidé, les cadres à travers la mutuelle ont donc décidé de reprendre la fête des ignames, lui donner son caractère traditionnel, véritablement traditionnel, pour lui donner un caractère touristique, ce qui peut constituer quelque chose pour le village et le canton Maurier en termes de renouvellement culturel, en termes économiques et en termes si vous voulez, de renouvellement au plan social, moral, etc. Absolument. Voilà. Patrick Brédé et Roméo Tapé sont donc allés en immersion pour donc découvrir comment se célèbre la fête de l'igname chez le peuple abbé. Merci infiniment, professeur Onyikanga Bono, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue et fils de Grand Maurier. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Merci madame. Merci monsieur. C'est nous qui vous remercions. Et c'est sur ces remerciements que nous arrivons au terme de cet autre rendez-vous, cet autre numéro Mélina de NCI Reportage. Et oui, ça y est, c'est la fin. On se retrouve dimanche prochain pour 2 autres reportages exclusifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée. Et bonne reprise demain. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre.